Bienvenue à nouveau, chers Félixiens et Félixiennes. Nous sommes Victoria et Kirsten avec Kevin en technique et vous écoutez votre radio étudiante Saviez-vous? Aujourd'hui, dans notre émission L'avancée scientifique, nous allons traiter diverses découvertes scientifiques dans l'histoire. Chaque année, une nouvelle découverte change le monde. Nous connaissons l'invention de la machine à vapeur ou de l'ampoule, mais il y a beaucoup plus que celle-ci dans notre histoire et de nos jours. Commençons alors avec les premières découvertes de l'humanité. Débutons avec la lunette astronomique. Cet instrument composé de lentilles permet d'augmenter la luminosité et la taille des astres permettant l'observation du ciel. Cette invention n'appartient pas à quelqu'un en particulier. En réalité, celle-ci s'est développée en plusieurs années. Un premier prototype a été mis au point en 1550. Après l'invention de celle-ci, plusieurs personnes ont commencé à observer les objets célestes. C'est ainsi que Galilée a pu avancer l'astronomie et remettre en question certains fondements antérieurs. L'amélioration que Galilée a apportée à la lunette a permis d'étudier la Lune, le Soleil, les planètes et les satellites. Pendant l'observation de la Lune, Galilée a pu contrer certains fondements qu'avait fait Aristote avant lui. Galilée a déduit que, contrairement à ce que disait Aristote, la Lune possède des montagnes, puis il avait estimé que celles-ci ont une hauteur de 7000 mètres. Galilée a pu découvrir en seulement quelques semaines la nature de la Voie lactée, a dénombré les étoiles de la constellation d'Orion, puis a constaté que les étoiles que nous voyons à l'œil nu sont en effet des amas d'étoiles. En janvier 1610, Galilée a découvert 4 petites étoiles à côté de Jupiter qui l'accompagnaient. Ces étoiles sont en réalité des satellites visibles de Jupiter. Celles-ci, appelées aujourd'hui les lunes galiléennes, portent les noms de Callisto, Europe, Ganymède et Io. Pour Galilée, Jupiter et ses satellites sont un modèle du système solaire. Grâce à ceci, il croit pouvoir démontrer que pas tous les corps célestes tournent autour de la Terre, puis aussi contrer ceux qui pensent que tous les astres tournent autour du Soleil. Il a pu prouver tout ça seulement grâce à un instrument, la lunette astronomique, une invention qui a pu changer le monde. Autour des mêmes années que Galilée, un autre homme, William Harvey, a commencé à parler d'anatomie et du fonctionnement du corps. Harvey a reproduit et confirmé des travaux de Realdo Colombo sur la traversée du sang par le dioxygène, la circulation pulmonaire. Il savait déjà en avance, grâce à Ibn an-Nafis, que le mélange de deux types de sang différents n'était pas possible. Il a découvert la circulation sanguine grâce à des dissections d'animaux. Il a étudié des cœurs de toutes sortes, puis c'est ainsi qu'il a pu trouver la quantité maximale de sang que peut contenir le cœur à la fois, ce nombre étant 2 onces, l'équivalent à 60 ml. Il a aussi mesuré la fréquence des battements par minute que le cœur devrait avoir, le nombre étant de 72 battements par minute. C'est ainsi, le cœur brasse 8640 onces de sang par heure, l'équivalent de 259,2 litres, ce qui est beaucoup plus que la quantité de sang contenue dans le corps, alors nécessairement, le sang retourne sur lui-même, c'est un cycle. Harvey a écrit un ouvrage portant sur la circulation du sang et le rôle de toutes les parties du corps dans ce cycle. L'étude du cycle sanguin ne s'est pas arrêtée là, puisque Harvey n'avait pas le matériel nécessaire pour faire plus de recherches. Marcello Malpighi a pu identifier les capillaires des veines minuscules de notre corps grâce au microscope en 1661. Ceci a permis de développer encore plus la recherche de Harvey, permettant de trouver de quelle façon le sang passait des artères venant du corps aux veines qui vont vers le corps. Même si la théorie que le cœur soit le moteur de circulation sanguine a été mise en doute, nous savons aujourd'hui que ceci est vrai. Le rôle du cœur est fondamental. Il permet aux cellules de recevoir les nutriments et le dioxygène nécessaires à leur bon fonctionnement. Il y a 2 parties à la circulation sanguine, séparées selon la circulation systématique et la circulation pulmonaire. Le rôle de la circulation systématique est de nourrir les muscles et les organes en dioxygène et en nutriments. Celui de la circulation pulmonaire est de s'assurer de l'oxygénation du sang et l'élimination du dioxyde de carbone du corps. C'est ainsi que nous sommes en vie, grâce à notre cœur. Le rôle du cœur est similaire à celui du Soleil pour la Terre, ne croyez-vous pas?
Nous nous approchons de plus en plus à l'actualité, mais avant ceci, parlons du vaccin de la rage. La rage a été en expansion pendant le 16e siècle et a perturbé la vie de plusieurs animaux et s'est même répandue aux humains, causant la mort de plusieurs. Cette maladie a continué à s'étendre, puis en 1879, Pierre-Henri Duboué a publié sa théorie sur le fonctionnement de ce virus. Il croyait que celui-ci était lié au système nerveux. Sa conjecture a été confirmée plus tard expérimentalement par Louis Pasteur. Cette même année, Galtier, un vétérinaire qui a étudié les maladies contagieuses, a utilisé le lapin pour expérimenter. Il a pu observer combien de temps prenait le virus de la rage à atteindre les centres nerveux. Il a aussi commencé sa recherche pour trouver un agent qui pourrait neutraliser ce virus après avoir été absorbé pour ainsi prévenir les symptômes de celui-ci. Dans une note de 1881, il signale qu'il a pu immuniser un mouton en lui injectant de la bave de chien enragé dans les veines. Cette méthode a été prouvée efficace en moutons et chèvres en 1888. Il conclut que dans le cas des chiens, le virus reste seulement dans leurs glandes et muqueuses du museau. C'est en 1881 que Louis Pasteur a commencé ses publications sur la rage. Il a pu prouver à partir d'expériences que, contrairement à ce que conclut Galtier, la rage n'est pas seulement contenue dans la salive, mais aussi dans le cerveau. En décembre 1882, il a pu prouver que le siège principal du virus, où celui-ci est le plus pur et le plus vorace, est dans le cerveau. L'immunisation de ce virus est seulement possible sous la forme de vaccination. Après avoir testé le vaccin en des humains et ne pas avoir eu de résultats favorables, il a refusé plusieurs fois de faire des injections. Ce n'est seulement jusqu'à l'arrivée du Alsacien âgé de 9 ans, Joseph Meister, qui avait été mordu par un chien enragé. Meister n'avait pas de rage déclarée, alors Pasteur refusa de le vacciner. Mais plus tard, 2 médecins estimèrent que le cas du jeune était sérieux. Alors Pasteur dut vacciner celui-ci. Il a injecté le jeune 13 fois en 10 jours avec une demi-seringue contenant des fragments de moelle d'un lapin mort de rage 15 jours avant. Meister ne développa jamais la rage. Le vaccin a été prouvé efficace, mais ceci ne dura pas longtemps. Un enfant, Jules Rouillet, a été vacciné de la même façon, mais il est décédé le jour après. Après avoir reçu des plaintes, la méthode de Pasteur est renoncée, mais une nouvelle surgit, créée par Fermi. Ce vaccin est le virus de la rage traité. Celui-ci se répand, puis devient le vaccin principal utilisé. Pasteur a grandement influencé le monde scientifique avec la découverte du vaccin. Puis celui-ci a été développé de plus en plus par d'autres scientifiques, comme Fermi, permettant au vaccin d'être efficace. Réussir à créer ce vaccin a pris beaucoup de temps, puis des expériences sur des humains. Mais à long terme, c'est une belle découverte scientifique. Comme l'histoire nous a prouvé, la nécessité est la mère de l'invention. Lorsqu'il y a un manque de ressources à notre disposition ou un problème grave auquel on doit faire face, nous nous adaptons pour trouver une solution. De nos jours, malgré les progrès que nous avons connus, de telles situations sont toujours présentes. D'autant plus quand on parle de médecine et de nouveaux traitements possibles. Traditionnellement, les docteurs utilisent un ensemble de greffes de peau, de bandages, d'onguents et de crèmes pour traiter les brûlures. Mais que font-ils lorsque ces ressources sont en manque ou non disponibles? Des chercheurs de l'Institut José Frota ont répondu à cette question en 2017. Normalement, les docteurs brésiliens auraient fait recours aux peaux humaines pour procéder à des greffes. Mais dans la ville de Fortaleza, il y avait une pénurie de tels tissus, forçant des spécialistes de brûlures à utiliser seulement des bandages et des onguents. Les bandages devant être enlevés à des intervalles réguliers, les patients souffraient énormément de douleurs et de leurs blessures. Les docteurs ont utilisé tout ce qu'ils pouvaient pour aider leurs patients, finalement tombant sur la peau stérilisée du tilapia. Ils ont découvert que cette peau avait une concentration plus élevée de la substance favorisant la guérison de la blessure, en plus de soulager la douleur provenant de celle-ci. Certains patients n'avaient même plus besoin d'analgésiques. La peau de poisson, une fois appliquée sur un patient, agit comme une protection, gardant tous les contaminants à l'extérieur de la blessure. Elle est laissée sur la blessure jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Pour l'instant, ce type de traitement est encore en test clinique. Les avantages de ce traitement sont nombreux. C'est écologiquement bénéfique, puisque cette peau est juste jetée par les industries et en bout de ligne. Elle coûte moins cher que les bandages. Elle est plus efficace comme moyen de traitement et est applicable sur tout le monde, puisqu'il n'y a pas de charge de rejet, contrairement aux greffes de peau humaines. Plus d'argent ou de dépenses n'est pas la solution à tous les problèmes, comme cette découverte nous le montre. Il suffit d'avoir assez de détermination et de penser de façon un peu moins conventionnelle pour obtenir de résultats spectaculaires.
Même avec toutes les nouvelles technologies en médecine qui ont apparu ce dernier siècle, nous sommes toujours pas capables d'assurer qu'une greffe d'organes réussisse sans aucun risque de rejet de la part du patient. Du moins, c'était le cas il y a quelques années. Voyons comment une équipe de chercheurs a fait l'impossible. Créer un organe fonctionnel à partir de cellules de peau. Les deux plus grands obstacles à la greffe d'organes sont le nombre limité d'organes utilisables et le risque que le corps du patient rejette cet organe après un certain temps, rendant la greffe inutile. En 2016, aux États-Unis seulement, 4000 patients étaient sur la liste d'une greffe de cœur. De ces 4000 personnes, seulement 2500 ont reçu le cœur qu'ils avaient besoin pour survivre. Et même de ce nombre, le corps de plusieurs patients a rejeté le cœur et déclenché une réponse immunitaire, rendant cette greffe inutile. En 2016, des chercheurs de l'hôpital général du Massachusetts ont réussi à contourner ces problèmes grâce au clonage humain thérapeutique, un type de clonage humain qui consiste à reproduire des cellules ayant des fonctions spécifiques. Dans un premier lieu, ces chercheurs ont pris des cœurs humains jugés non utilisables pour une greffe, les ont mis en contact avec une solution détergente pour éliminer toutes les cellules pouvant provoquer une réponse immunitaire de la part du patient, de façon à ne que garder une sorte de squelette de cet organe, une structure cardiaque. En deuxième lieu, ils ont utilisé un messager contenant de l'ARN, une molécule biologique similaire à l'ADN, pour transformer des cellules de peau obtenues auprès des patients pour diminuer le risque de rejet, en cellules souches, qui n'ont pas de fonction, et par la suite, en deux types de cellules cardiaques. Ces cellules ont été introduites dans la structure cardiaque pour leur donner une forme et fonction. Après quelques semaines au laboratoire, les chercheurs ont donné un choc électrique au cœur artificiel qui commençait à battre avec un rythme régulier. En utilisant cette méthode de culture d'organes, ces chercheurs espèrent pouvoir sauver la vie du plus grand nombre de personnes possible en utilisant leurs propres cellules pour cloner des organes qu'ils auront besoin pour vivre. En utilisant les cellules du patient lui-même, ce type de traitement offre considérablement moins de chances de rejet que les greffes traditionnelles. Même si le prix d'une telle procédure est exorbitant, cette procédure nous donne espoir pour ce qui est du futur de la médecine. Parlons maintenant de plusieurs découvertes différentes qui arriveront bientôt dans le futur. La première et probablement la plus surprenante sera un vaccin anti-nicotine ou TANIC. Ce vaccin permettra au corps humain de pouvoir produire des anticorps qui auront comme fonction de détruire la nicotine dans notre corps et par conséquent la rendre inefficace. Ceci permettra à tous ceux qui veulent arrêter de fumer de le faire facilement et effectivement. Si on est capable de le faire avec la nicotine, qu'est-ce qui nous arrêterait de le faire avec d'autres substances addictives comme les drogues, puisqu'elles fonctionnent à peu près de la même façon? Une autre découverte qui nous touchera plus personnellement est la création de drones pour livrer des paquets que vous commandez sur Amazon. Ceci va probablement se faire très bientôt puisqu'en 2016, Amazon a déjà fait des essais en Grande-Bretagne. Un grand problème avec ce type de livraison est que les drones n'ont pas permis aux aéroports de fonctionner lors des essais. Cependant, si on peut trouver une solution à ce problème, on pourrait avoir des livraisons d'Amazon qui prennent seulement 30 minutes, ce qui est imaginable avec les autos et les avions. Comme vous le savez probablement tous, si on continue d'utiliser le pétrole comme on le fait de nos jours, les réserves du pétrole du monde seront épuisées en 2050. Cela étant dit, on aura besoin de nouvelles façons de produire de l'énergie, et ce sera sous forme d'énergie renouvelable. Fernando Galembeck, un professeur brésilien, a fait des expériences sur la formation de l'électricité grâce à l'humidité de l'air. Il a découvert que les particules d'eau dans l'air se transforment légèrement en électricité au contact de la poussière. Alors, si on installait des condensateurs sur les toits des maisons, dans les régions humides, nous serons capables, théoriquement, de produire de l'hydroélectricité. Le seul problème est qu'on doit faire plus de tests pour s'assurer qu'on peut produire suffisamment d'électricité pour que ceci vaut la peine d'installer. La dernière découverte qu'on pourrait avoir dans les prochaines années est le Hyperloop. C'est un train en développement par Elon Musk et qui atteindra des vitesses de 1223 km/h. Il serait un gigantesque tube aspirateur propulsé par de l'air comprimé et des moteurs. Le lieu que Elon a choisi pour faire ses tests est entre San Francisco et Los Angeles. Grâce à cette technologie, un voyage en train qui prendrait normalement 7h30 prendrait seulement 35 minutes. Imaginez les possibilités. Vous pouvez vivre à Montréal et travailler à Ottawa ou Toronto, et le transport prendrait moins d'1 heure pour arriver au travail chaque jour, ce qui est de nos jours inconcevable. Les avancées scientifiques ne cesseront jamais de nous étonner.
Les découvertes scientifiques et les inventions nous poussent toujours vers un meilleur avenir. Continuons nos recherches. Ceci conclut notre émission L'avancée scientifique. J'espère que vous avez trouvé le sujet d'aujourd'hui intéressant. Vous pouvez nous laisser des commentaires par rapport à nos émissions sur le compte Instagram @radio.felix. Vous pouvez aussi nous envoyer des suggestions de thèmes dont vous voudriez vous informer plus, puis être à jour sur les thèmes musicaux de la semaine. Venez ce midi pour écouter la musique portant sur l'amitié et l'espoir. Nous sommes Saviez-vous et on se voit à 12h30.